comme on est parfaitement dans le timing, on avait prévu de prendre 2 ou 3 questions avant d'enchaîner sur les autres sessions. Donc voilà, on est disponible. Qui veut se lancer? Qui a une question sur ce qu'on vient de dire sur les 2 premières conférences? Bonjour tout le monde, Abdelhamid Alami. Donc, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour la qualité de la présentation. Ma question, c'est justement concernant le business plan de ce projet-là. Donc, j'aimerais bien voir clairement l'opportunité dans ce business-là. Donc, avec une idée grossière sur les chiffres, donc on parle de... Donc, je ne sais pas, donc, le retour sur investissement, l'investissement elle-même, le risque, l'opportunité. Donc, si vous pouvez nous donner une petite idée claire comme ça pour essayer d'évaluer l'opportunité dans ce projet-là. Alors, la question en fait, des business models, c'est une question qu'on a sans cesse à chaque fois en fait, qu'on lance un projet nouveau. Je l'avais eu l'année dernière sur Second Avis et j'avais répondu que Google et Facebook avaient démarré dans des business models où c'était gratuit. Et pourtant, Facebook vient de franchir la barre des 10 milliards de dollars de bénéfices cette année. Et Google est la 2e capitalisation boursière mondiale. Ils viennent, je crois, de franchir la barre des 400 milliards de dollars de valorisation. Donc, les innovations, les ruptures, elles sont aussi faites en termes de business model. Je vais laisser Grégory répondre. Mais juste un mot, je dirais, général là-dessus en termes d'innovation. Quand on fait de l'innovation, et c'est pour ça que je dirais, il y a des innovations qui font des résultats spectaculaires par la suite, la première chose qu'il faut surtout chercher à faire, c'est apporter un service aux gens, apporter quelque chose qui vraiment marque la différence par rapport à ce qui existe. Quand vous faites quelque chose qui est 10 fois meilleur que ce qui existe, ou bien quand vous faites quelque chose qui n'existe pas et qui apporte une très haute valeur ajoutée, tôt ou tard, vient la question du business model, après, et là vous trouvez finalement les moyens qui permettent de financer ça. Quand on réfléchit trop vite aux histoires de rentabilité, etc., en fait on a tendance à s'enfermer, à ne pas ouvrir suffisamment la possibilité de développer des services, et à ne pas bâtir quelque chose qui finalement est très rentable dans la foulée. Si je prends le cas par exemple d'Amazon, c'est une boîte qui fait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Pendant les premières années, Amazon a été systématiquement critiqué par les investisseurs et par beaucoup de gens en lui disant « Tu perds de l'argent, ton business model n'est pas rentable, tu perds de l'argent, ton business model n'est pas rentable ». Aujourd'hui, Amazon a gagné la bataille face à des monstres comme Walmart, comme Carrefour et ainsi de suite, parce qu'elle a su investir et bâtir un succès dans la durée, parce qu'elle a su se mettre dans la poche des clients. Et aujourd'hui, ça lui donne, avec sa technologie, avec ses data, avec les clients, une puissance de frappe qui fait qu'ils sont en train de devenir leader mondial non pas simplement de l'e-commerce, mais du commerce. Je passe la parole à Grégory pour la suite. Ouais. Donc, totalement en phase avec ce qu'a dit Yaya, avec quand même plus d'infos dans le cadre de ce projet-là, non pas sur quel est le business model au sein de nous de la structure PIC, parce qu'une fois de plus, ce qu'a dit Yaya, c'est que si on cherchait à gagner de l'argent dès la première année, de toute façon, ça serait mort, étant donné qu'en plus, l'accompagnement, enfin la compréhension des comportements des employés, des salariés, fait qu'il y a au moins 2-3 ans par pays d'études là-dessus. Donc pendant 2-3 ans, vous allez faire beaucoup d'études pour vacciner peu au départ. Par contre, comme une des propositions de valeur qu'on a pour l'entreprise, c'est avant tout un gain financier pour l'entreprise, on commence toujours par énormément d'études du marché, du gain possible, de quel est le pourcentage de... et c'est des simulations, on a créé des outils de simulation donc, avec les universitaires, et donc ça fait partie du package qu'on a quand on va voir une entreprise de dire, voilà, si vous avez tel seuil de vaccination, vous allez avoir tel seuil potentiellement de pandémie associée, et voire même, donc dans les études qu'on a fait, vous passez à 70% de la population qui s'est fait vacciner au sein de l'entreprise, vous coupez complètement le seuil pandémique d'une épidémie de grippe, par exemple. Donc du coup, après, on sait exactement quantifier quels peuvent être les gains. Je vous ai parlé de 16 jours d'arrêt maladie en moyenne. Là, une grippe, en moyenne, on est entre 3 et 5 jours d'arrêt maladie. Si vous êtes capable de couper ça, on est capable de recouper aussi avec des datas très précis pour dire, voilà, combien vous avez eu d'arrêt l'année dernière, voilà ce que vous allez gagner, et en fonction du seuil de gens qui vont avoir. Donc on est capable de quantifier ça de manière très précise. Donc aujourd'hui,
Après, ça dépend énormément des pays, parce que le coût de la masse salariale dépend d'un pays à l'autre, donc les gains peuvent être assez différents. Mais on va retrouver des gains relativement importants. Et les montages qu'on peut faire, comme en Colombie, comme on est en train de regarder en France aujourd'hui, sont des montages qui se font à 3, c'est-à-dire qu'il y a l'entreprise qui participe, la mutuelle qui participe, et du coup, la mutuelle et la compagnie qui participent en termes financiers, et puis après, nous, on amène ce service-là. Aujourd'hui, sur des cas comme le Brésil, on est à peu près sur des coûts de service global dans les 35 €, on va dire, de service. Le gain, il est largement x2, voire, suivant, si on arrive à passer le seuil, on est entre x2 et x3 de gains pour l'entreprise. Donc du coup, c'est des gains qui sont relativement importants. Donc le business model, il est là. Après, il y a des gains en termes d'image. Grégory a cité tout à l'heure le cas de Mercedes en Amérique du Sud. Ils ont été les premiers à faire ça. Ça a renforcé considérablement leur image auprès des employés et auprès du marché. Et derrière, les autres ont suivi. C'est la fameuse courbe qu'on a vue tout à l'heure. Ça fait basculer tous les autres. Toyota l'a fait. On a eu 18 000 personnes dans le système de Toyota. Et puis ensuite, tous les autres acteurs le faisaient parce que celui qui ne le fait pas, finalement, en fait, il a quelque chose de moins par rapport aux autres. Donc il y a un phénomène d'entraînement qui fait que quand vous développez des services un peu novateurs et qui marchent, que vous avez quelques précurseurs, une fois que vous passez une certaine masse critique, les autres suivent en fait de manière assez exponentielle. Et puis après, ce qu'il faut voir, juste pour revenir sur le business model qui nous concerne, le fait d'avoir cette collaboration qu'on a réussi à monter avec les entreprises, ça donne aussi une valeur pour activer d'autres services demain. Et donc, voilà, comment tout ça pourra avoir un business model hyper optimisé et mature. Bon, déjà, je pense que la maturité, on ne l'aura pas avant 5 à 10 ans, parce que des services, on va pouvoir en activer à demeure. Et j'ai envie de dire, tout ça va se construire progressivement. Donc, ce qu'il faut, c'est pas avoir un déséquilibre trop important pour être capable de l'assumer sur les premières années. Après, exactement comment ça va se monétiser, on voit déjà que de toute façon, entre les pays, la monétisation n'est pas la même. Donc, de toute façon, suivant comment les actes de santé sont remboursés, suivant à quel prix ils étaient remboursés, les business models sont vraiment adaptés en fonction de chaque pays. Voilà, ce qu'on voit aussi, qui est lié à la maturité du secteur et la maturité du marché, c'est qu'il y a 5 ans, quand on parle de choses, à une grande entreprise, ou quand on voulait monter des business en co-création, la première question, c'était celle du business model. Là, très récemment, Greg a eu affaire à une très grande entreprise pour monter une joint venture avec eux. Ce n'était pas la question du business model, la question centrale. La question centrale, c'était vraiment la question de l'innovation et la question de ce que ces services-là pouvaient apporter. Parce que ces grosses boîtes-là aussi, maintenant, ont vu du vécu. Elles ont vu qu'il y avait des innovations de rupture, qu'il y a des boîtes qui ont perdu des parts de marché considérables, qui se retrouvent en situation aujourd'hui stratégiquement dangereuse, parce qu'elles n'ont pas su anticiper, n'ont pas su prendre en fait les virages nécessaires. Si on prend la courbe qu'on a citée tout à l'heure, ce qui se passait avant dans le passé, c'est que les grandes entreprises ne commencent à réagir face à une innovation en rupture que quand elles franchissaient la barre des 5%. Et elles pensaient que c'était linéaire. Le problème aujourd'hui de ces innovations-là, c'est qu'elles sont en dessous de 5%, et puis à un moment donné, boum, c'est exponentiel, et quand c'est exponentiel, c'est trop tard, vous avez déjà perdu la bataille. Du coup, même ces grandes entreprises aujourd'hui, elles changent d'approche, et elles sont beaucoup plus ouvertes à investir dans des projets sans forcément avoir des certitudes de retour sur investissement. Je ne sais pas si ça a marché, ouais. Je vais compléter ça, parce que du coup, j'étais en discussion avec justement un PDG d'un grand groupe pharmaceutique, et du coup, je lui expliquais que du coup, il était en retard au niveau de cette courbe-là. Il me dit, ouais, mais c'est pas grave, du cash, on en a. Donc, on va attendre que l'accélération arrive, et puis on rachètera les boîtes qui vont bien à ce moment-là, et puis basta. Donc, et là, la réponse, elle a été très simple, c'est de dire, c'est bien, mais c'est un changement de culture qu'il va falloir opérer aussi dans votre entreprise. Vous faites un rachat, vous n'aurez pas changé la culture de votre boîte, ça n'aura rien fait. Puis le deuxième élément, si vous lancez 10 initiatives dans cette période où justement l'accélération n'a pas encore eu lieu, on va dire, allez, ça va vous coûter 1 million par initiative, 10 millions. Sur les 10 millions, s'il y en a une qui marche, vous avez largement remboursé votre investissement. Parce que quand vous êtes dans la courbe où la masse critique s'accélère, l'initiative qui vous a coûté 1 million, elle en vaut 200 millions. Donc ça va très vite. Et ça, ils l'ont bien compris. Et tous les chiffres qu'a montré Yaya en première séance, c'était exactement basé là-dessus. À partir du moment où justement on commence à arriver dans cette courbe-là où les gens sont prêts à changer d'habitude, vous vous retrouvez avec des valorisations qui n'ont plus rien à voir. Et donc ces gens-là, ils en ont marre que ça leur passe sous le nez. Et donc maintenant, ils ont compris qu'il fallait investir de cette manière-là. Ils savent qu'ils ont énormément de mal à faire eux-mêmes.
Et c'est là où c'est intéressant ce qu'on crée avec eux, c'est que finalement on leur donne l'avantage de la start-up tout en ayant quelque chose qui est, entre guillemets, qui garde ils ont la dynamique de la start-up, mais en même temps ils auront les avantages à terme, parce que l'objectif c'est bien sûr qu'ils reprennent cette activité à terme. Et là on a des montages qui sont intéressants. Mais c'est jongler entre les deux domaines. Ça, il y a 1 an, 2 ans, personne ne voulait en entendre parler. Là maintenant, dans les 6 derniers mois, mais ça s'accélère, c'est phénoménal. Une deuxième question. Bonjour tout le monde. Je vous remercie déjà pour votre présentation, ou bien vos présentations. Rachid Bouli, c'est mon nom. Je travaille aussi dans le domaine d'innovation digitale, mais pour le domaine de l'éducation. Donc l'éducation, la santé, ce sont des métiers cousins dans le sens social. Maintenant, il y a un petit problème qu'on ressent, nous, dans le domaine d'éducation, chez les utilisateurs. Alors, quel est le degré de maturité des utilisateurs aujourd'hui de tout ce qui est e-health? Merci. C'est toute la difficulté de l'innovation. C'est que vous devez non seulement proposer des choses qui sont 10 fois mieux que ce qui existe, mais en plus, il faut les proposer au bon timing et avec le bon marketing. Au bon timing, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, si en fait les gens ne sont pas prêts, ils basculeront pas. Et vous n'aurez pas en fait les premiers qui vont basculer et qui vont ensuite faire basculer les autres. Au niveau marketing, c'est aussi très important parce qu'au niveau marketing, l'enjeu, c'est de réussir à faire basculer les 15% les premiers. Parce qu'une fois que vous avez les 15% les premiers, vous faites basculer tous les autres. Et ça explique pourquoi des gens qui ont réussi ont mis à fond l'accent sur les services, à fond l'accent sur les premiers utilisateurs, pour que le bouche à oreille fonctionne, pour que chacun parle à un autre, jusqu'à avoir une petite masse critique qui a fait basculer le reste et qui a eu une phase exploratoire, une phase exponentielle. Mais s'il n'y a pas ce démarrage-là, s'il n'y a pas ce décollage-là, vous pouvez investir longtemps en innovation et ne pas arriver à faire décoller le marché. Et c'est pour ça que le marketing de l'innovation est un des marketings les plus difficiles, parce que sa vocation première n'est pas de promouvoir, sa vocation première, c'est de créer les premiers early adopters qui vont faire en fait basculer le reste. Je laisse Grégory compléter. Je complète encore sur un élément qui est intéressant, c'est que si vous regardez normalement cette courbe-là, on n'a pas un laser, hein? Si, ça fait laser, ça? Ouais, super. Quand on regarde cette courbe-là, en fait, dans la réalité, elle a 2 options, cette courbe. C'est que soit vous arrivez là, ça s'accélère, soit vous arrivez là, ça s'écroule. Et donc, quand vous lancez des innovations de rupture, vous avez les early adopters, parce que vous avez toujours des geeks, entre guillemets, geeks dans l'âme, hein, c'est pas forcément le geek technologique, qui est prêt à basculer. Et puis, des fois, finalement, ça n'offre pas réellement un intérêt plus que ça, donc ça s'arrête. La grosse particularité du digital, c'est que des trucs qui s'écroulent, j'en ai pas vu. C'est-à-dire que dès qu'un secteur d'activité commençait à mordre un petit peu sur le monde du digital, de toute façon, il s'est transformé. J'ai pas eu de cas où ça a commencé à basculer, puis ça s'est arrêté. Puis je vais juste rajouter un élément, là vous avez complètement raison, c'est qu'entre l'éducation et la santé, les combats sont très similaires. Et si vous connaissez, vous savez que l'éducation, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur pour élever des aigles et pas des pigeons, pour revenir à la petite anecdote. Et une des convictions qu'on a, c'est que la santé, c'est vraiment... aujourd'hui, on est au bord de cette rupture-là où les choses vont complètement être basculées dans les 3 à 5 prochaines années. L'éducation, c'est le challenger qui arrive juste derrière et il va arriver exactement la même chose. Et donc ça, on est intimement persuadé. On va commencer à avoir des trucs là-dessus et on refera des confs de plus en plus intenses aussi sur la partie éducation parce que de toute façon, on est persuadé que la prochaine révolution, elle sera aussi dans ce domaine. Terminer sur cette question. Comme l'a dit Grégory, quand un secteur bascule, il bascule. Il ne revient pas en fait en arrière, c'est ce qu'on constate sur tous les autres secteurs. Par contre, il y a toujours une prime au gagnant, il y a une prime au leader. Il y a toujours un qui a réussi mieux que tous les autres. Je vais vous prendre un exemple simple. Prenez WhatsApp. Tout le monde a probablement WhatsApp ici. WhatsApp, c'est une société qui s'est vendue 22 milliards de dollars pour une 50aine de personnes. Ça veut dire que chaque personne dans sa société a rapporté à peu près 500 millions de dollars, si je fais des calculs rapides et simples. Pourtant, sur votre smartphone, vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'applications. Et beaucoup de ces applications ont rapporté 0. Donc il y a une différence entre les pionniers qui arrivent à générer cette masse critique et tous les autres. On est un peu dans la ruée vers l'or. Il y a ceux qui y arrivent en premier, qui trouvent et qui font la différence, et puis il y a tous les autres. Donc ce qui est important quand on fait de l'innovation, c'est chercher une niche, un endroit où vous allez être leader. Vous allez être le pionnier qui va être leader. Il vaut mieux être leader sur une petite niche, mais où c'est vous qui maîtrisez le marché, qu'être un nain sur un grand marché où là, vous êtes un parmi N, donc vous êtes une application parmi N. Vous n'êtes pas WhatsApp, vous n'êtes pas Facebook, vous n'êtes pas Google, vous êtes un parmi N.
Donc maintenant, les ingrédients pour arriver à faire ça, et d'abord sont secrets, on ne les connaît pas encore, on n'a pas encore assez de recul aujourd'hui sur l'innovation pour dire c'est ça, 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 ça qui marche. On sait qu'on a quelques ingrédients, mais pas tout. Donc il y a des ingrédients, il y a des secrets à découvrir. Donc ça, Mais on sait que ces secrets-là, c'est eux qui constituent les entreprises du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de recul sur une entreprise industrielle du siècle passé. On sait dire, voilà, une entreprise dans l'industrie qui s'est organisée comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on a un siècle de recul. Sur l'innovation, ça vient de commencer, on n'a pas encore tout ce recul-là. Donc ceux qui trouvent le secret, ceux qui ont compris des choses avant les autres, en fait, c'est ceux-là qui réussissent. Donc, face à ces questions-là, c'est quels sont les secrets qui me permettraient à moi de réussir quand je prends un challenge. Je rajoute juste un élément par rapport à ça. Le mode héroïque, on n'y croit pas non plus. Hein. C'est-à-dire que celui qui va avoir l'idée géniale et puis qui va exploser, ça ne marche pas comme ça. Et les WhatsApp, etc., ils n'ont pas fonctionné comme ça. C'est des gens qui ont testé des choses et qui les ont mis dans une dynamique. Ils ont testé, appris. Rachid, tu vas pouvoir témoigner sur second avis de cette dynamique-là. C'est pas trouver la bonne idée en mode héroïque, ça marche pas, ça. Les héros, dans ces trucs-là, ça n'existe pas. C'est plutôt comment je change en permanence d'avis, comment je me remets en cause en permanence, j'écoute le retour du marché, je réajuste, j'écoute, je réajuste, et c'est ça qui fait que vous allez finir par trouver la bonne solution. Les héros, moi, je maintiens, Google, Facebook, etc., c'est tout sauf des héros. C'est des gens qui ont appris, itéré, appris en permanence. Et ça, c'est des choses qu'on n'aime pas faire. En tout cas, en termes de culture, on en revient aux pigeons et à l'aigle, hein. Je reviens toujours là-dessus. Mais du coup, si on est capable de rentrer dans cette dynamique, on commence un truc, et parce qu'on va rester accroché là-dessus, qu'on va apprendre, et c'est là-dessus qu'on va avoir une super dynamique. Donc, ça fait vraiment la transition.